Bienvenue dans le module 2 de chimie qui s'appelle Transformation non totale d'un système chimique et comme première leçon, les réactions s'effectuant dans les deux sens. On va d'abord commencer par rappeler certaines notions déjà vues en première année du baccalauréat. Ce sont les acides et les bases selon Bronsted. On va commencer par un ensemble de définitions et en premier lieu, la définition d'un acide selon Bronsted. Donc, un acide selon Bronsted est une espèce chimique, ion ou molécule, capable de céder un proton H+. Cela veut dire tout ion ou toute molécule qui est capable de donner un proton H+ au cours d'une réaction chimique est appelé acide de Bronsted. Inversement, une base selon Bronsted est une espèce chimique capable de capter un proton H+, c'est-à-dire elle fait l'opération inverse d'un acide. Donc, toute espèce chimique capable de capter un proton H+ au cours d'une réaction chimique est dite base selon Bronsted. On donne des exemples. Ce tableau me donne 3 exemples pour les acides. Acide butanoïque, C3H7CO2H, est une molécule qui peut libérer un proton H+. C'est-à-dire que cette molécule peut perdre un proton H+, et devenir C3H7CO2-. Chaque fois qu'un acide perd un proton H+, il devient la base conjuguée. Deuxième exemple, l'ion ammonium NH4+. L'ion ammonium peut perdre un proton H+, et devenir NH3. Donc le NH3, c'est la base conjuguée de NH4+, c'est-à-dire la base qui accompagne chaque fois dans les réactions le NH4+. L'ion oxonium, H3+, il peut libérer un proton H+. Donc l'ion oxonium est un acide. Sa base conjuguée, c'est H2O. Donc ici, dans ce cas, l'eau joue le rôle d'une base. Le deuxième tableau me donne quelques exemples de bases de Bronsted. Exemple, ion butanoate, c'est la base conjuguée de l'acide butanoïque. Elle peut capter un proton H+ et devenir C3H7CO2H. Donc, chaque fois qu'une base capte un proton H+, elle devient l'acide conjugué. Prenons le cas de l'ammoniac. C'est la base conjuguée de NH4+. Lorsqu'elle va capter un proton H+, elle donne NH4+, c'est-à-dire elle donne l'acide conjugué de NH3. Ion hydroxyde, c'est HO-, qu'on peut appeler parfois OH-. Le HO-, il peut capter H+ et devenir H2O. Donc, dans ce cas, H2O, c'est l'acide conjugué de HO-. Passons maintenant à une autre notion qui s'appelle couple acide-base. Définissons qu'est-ce que c'est qu'un couple acide-base. Un couple acide-base est constitué par deux espèces conjuguées qui échangent un proton selon le schéma suivant. Acide perd un proton H+, il devient une base, ou inversement, une base, lorsqu'il capte un proton H+, il va devenir un acide. Donc la signification de cette double flèche, ça veut dire que si je vais dans ce sens, c'est l'acide qui perd H+. Si je vais dans l'autre sens, c'est la base qui capte H+. Donc un couple acide-base, il s'écrit toujours l'acide à gauche et la base à droite. Il est constitué d'une espèce acide et d'une espèce basique, mais qui sont conjuguées. C'est-à-dire que si j'enlève un H+ à cet acide, il va devenir cette base. Et inversement, si on ajoute un H+ à cette base, il va devenir cet acide. Prenons quelques exemples de couple acide-base. Le couple H3 plus H2O, dans lequel le nom de la base c'est l'eau, le nom de l'acide c'est l'ion oxonium. La demi-équation protonique, comme la demi-équation électronique en oxydoréduction, c'est l'acide H3+,
qui donne H2O, la base conjuguée, plus H+. De même pour le deuxième couple, NH4 plus NH3. Le nom de la base, c'est l'ammoniac. Le nom de l'acide, c'est l'ion ammonium. La demi-équation protonique, c'est NH4 plus donne NH3 plus H+. Le troisième couple, HCO3-, CO3-. Le CO3-, c'est la base de ce couple. Il est appelé ion carbonate. Le HCO3-, c'est la forme acide. Elle est appelée ion hydrogénocarbonate. La demi-équation protonique, c'est HCO3- qui va donner CO3- plus H+. Le quatrième couple acide-base, c'est CO2, H2O. On peut le trouver dans certains exercices sous la forme H2CO3. La base conjuguée, c'est HCO3-. Donc, le HCO3-, comme déjà dit dans le couple précédent, c'est l'ion hydrogénocarbonate, mais ici, il joue le rôle d'une base. Par contre, dans le couple précédent, il jouait le rôle d'un acide. Puis, le dioxyde de carbone en solution aqueuse, c'est CO2H2O, c'est-à-dire H2CO3. La demi-équation protonique, c'est la forme acide qui va donner la forme basique plus H+. L'avant-dernier couple, c'est un couple de l'eau, H2O sur HO-, où l'ion hydroxyde, c'est la base et H2O, c'est l'acide. La demi-équation est la suivante, H2O donne HO- plus H+. Puis, le dernier couple, CH3COH, qu'on écrit CH3CO2H. Mais on peut le trouver dans certains exercices sous la forme CH3COOH. C'est l'acide éthanoïque. Il est très fréquent dans les exercices. Sa base conjuguée, c'est l'ion éthanoate, en enlevant le H+ ici. La demi-équation, c'est l'acide éthanoïque qui donne l'ion éthanoate plus H+. Ici, je vous conseille d'essayer d'apprendre quelques noms. Par exemple, l'ion oxonium, l'ion ammonium, l'ammoniac, l'ion hydroxyde, l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate. Car on peut dans un exercice vous donner le nom sans vous donner la formule. On va s'intéresser maintenant au couple acide-base de l'eau. En solution aqueuse, l'eau est le solvant. Elle occupe une place importante dans les réactions en solution aqueuse. On va commencer par le premier couple, H3O plus H2O. Dans ce couple, l'eau joue le rôle d'une base, tandis que H3O plus joue le rôle d'un acide. Donc l'ion oxonium est un acide, puisqu'il est capable de céder un proton selon le schéma suivant, c'est-à-dire selon la demi-équation protonique. Dans ce cas, H2O est une base. Le deuxième couple, c'est H2O, HO-. Ici, HO- est une base, il est capable de capter un proton H+, et il devient H2O. Donc, l'acide H2O, HO- plus H+. Donc, si HO- capte un proton H+, il devient H2O. Dans ce cas, l'eau est l'acide de ce couple. En conclusion, l'eau peut jouer à la fois le rôle d'une base et d'un acide. Et toute espèce chimique qui est capable de jouer les deux rôles est appelée ampholyte. Donc, l'eau peut se comporter à la fois comme un acide ou comme une base. L'eau est une espèce ampholyte. On l'appelle aussi amphotère. Donc, c'est une espèce ampholyte acido-basique. On poursuit par les réactions acido-basiques selon Bronsted. À savoir qu'une réaction acido-basique résulte donc de l'interaction entre deux couples acide-base. C'est-à-dire, si je veux avoir une réaction acido-basique, il faut avoir deux couples acide-base. De telle manière que la réaction acide-base correspond à un transfert de protons de l'acide d'un couple vers la base d'un autre couple. Donc, si j'ai deux couples acide-base, l'un des acides
va échanger un proton avec la base de l'autre couple. On peut résumer ça de cette façon. Le couple 1, qui a l'acide 1, qui va libérer un proton H+, et donner la base 1. Le deuxième couple, sa base va capter le H+, déjà libéré par cet acide, et va devenir acide 2. Donc la réaction qui se passe entre les deux couples, c'est que l'acide du couple 1 plus la base du couple 2 va donner la base du couple 1 plus l'acide du couple 2. Donc le H+ perdu ici, elle est gagné par cette base. Ceci était le rappel des acides et bases déjà vus en première année du baccalauréat. On passe maintenant au deuxième paragraphe, le pH des solutions aqueuses. C'est-à-dire, on va définir qu'est-ce que c'est que le pH d'une solution aqueuse et comment le calculer. Le pH va nous servir à déterminer si une solution est plus ou moins acide. C'est-à-dire, il va permettre de quantifier le caractère plus ou moins acide d'une solution. Le pH est une grandeur sans unité, il n'a pas d'unité, mais qui permet de quantifier le caractère plus ou moins acide d'une solution. C'est-à-dire de classer les solutions de la moins acide à la plus acide. Ce pH, il est défini à partir de la concentration des ions oxonium. Donc, si j'ai la concentration des ions oxonium, je peux calculer la valeur du pH. pH égale moins log de la concentration de H3O+. Le logarithme ici, c'est le logarithme décimal, c'est-à-dire qu'il y a comme fonction réciproque 10 à la puissance x. On prend la concentration de H3O+, lorsqu'il est exprimé en mol par litre. Il va prendre seulement la valeur sans unité. Donc, si j'ai la concentration de H3O+, je peux déterminer le pH et inversement. La concentration de H3O+, égale 10 puissance moins pH. Connaissant le pH, je peux déterminer la concentration H3O+, exprimée en mol par litre. Connaissant la concentration de H3O+, je peux calculer la valeur du pH. Cette relation a un domaine de validité, c'est-à-dire que cette relation ne peut s'appliquer que sous certaines conditions. C'est que la solution doit être assez diluée, c'est-à-dire que la concentration de H3O+, elle est comprise entre 10-13 et 10-1 mol par litre. Si la concentration n'est pas dans cet intervalle, le pH n'est pas calculé par cette relation. Ça ne veut pas dire que hors de cet intervalle, le pH n'existe pas. Il existe, mais il est donné par une autre relation. Donc, en dehors de ce domaine, le pH existe, mais n'est pas défini par la relation précédente. On va passer maintenant à la façon de mesurer la valeur du pH. Il existe de nombreuses façons de mesurer ou d'estimer le pH d'une solution aqueuse. La première façon, qui est précise, c'est la mesure du pH grâce à un appareil appelé pH-mètre. Le pH-mètre comporte une électrode qu'on plonge dans une solution afin de trouver la valeur du pH de la solution. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des indicateurs colorés acide-base. Ce sont des substances chimiques qui changent de couleur selon le pH. Par exemple, si je prends cet indicateur coloré qui s'appelle l'héliantine, il est rouge pour un pH inférieur à 3,1, il est orange entre 3,1 et 4,4 et jaune au-delà de 4,4. Donc si je mets quelques gouttes de cette héliantine dans cette solution, et si cette solution prend la couleur jaune, je peux dire que son pH est supérieur à 4,4. S'il prend une couleur rouge, je peux dire que son pH est inférieur à 3,1. Et s'il prend une couleur orange, ça veut dire que son pH il est compris entre 3,1 et 4,4. Donc ceci permet d'estimer ou bien dans quel intervalle se trouve le pH de la solution. On peut utiliser aussi un indicateur universel, c'est-à-dire un papier pH. Le papier pH, c'est le mélange de plusieurs indicateurs colorés. Il se trouve dans des boîtiers, comme on voit ici, sur lequel il y a une échelle de couleurs,
Et lorsqu'on prend un bout de papier pH et on le met dans la solution, il prend une couleur bien déterminée. On la compare aux couleurs qui se trouvent sur la boîte et on peut estimer la valeur approximative du pH de la solution. Maintenant, un aperçu technique, comment on calcule le pH ou bien H3+, à partir d'une calculatrice. Donc, je vais commencer par le calcul du pH par la calculatrice. Première chose, on doit écrire sur la calculatrice moins logarithme de la concentration de H3+. Pour cela, on appuie sur le signe moins, celui-là, ou bien celui-là, c'est la même chose. Puis le bouton log. Et on va voir sur l'écran moins log. Après, j'écris la valeur de la concentration H3+, et j'appuie sur le signe égal. Et j'obtiens sur l'écran la valeur du pH. Pour l'opération inverse, c'est-à-dire le calcul de H3+, première chose, j'appuie sur le bouton Shift. Dans certaines calculatrices, il est écrit seconde ou bien inverse. Puis sur le bouton log. Une fois que j'ai appuyé sur Shift et log, je vois sur l'écran apparaître 10 à la puissance. On appuie sur le signe moins de nouveau et j'écris la valeur du pH. Et j'appuie sur égal. Et comme ça, j'aurai la valeur de la concentration de H3+. Donc ça, c'est la façon d'utiliser la calculatrice pour calculer soit la valeur du pH, soit la valeur de H3+. Entraînez-vous avec ces exemples. Si j'ai la concentration H3+ égale à 10 puissance moins 3 et je veux calculer le pH, je mettrai pH égale moins log de H3+. Moins log et j'écris 10 puissance moins 3 et j'appuie sur égal, j'obtiens 3. De même pour 2, 10 moins 3. Donc ce sont des exemples d'entraînement pour le calcul de pH ou bien le calcul d'H3+. Mais on remarque une chose, plus le pH augmente, c'est-à-dire 2,7, 3, 3,5, 10, la concentration de H3+ diminue. Et inversement, lorsque le pH diminue, la concentration augmente. Ça veut dire que la concentration de H3+ et le pH varient en sens inverse. Donc si H3+ augmente, le pH, il diminue. On poursuit par le troisième paragraphe, transformation chimique non totale. Jusqu'à maintenant, toutes les réactions étudiées sont supposées totales. Ça veut dire à la fin de la réaction, l'un des réactifs est un réactif limitant. Il existe des réactions qui ne sont pas totales. Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, aucun réactif n'est limitant. On va expliquer cela par la suite. Mais avant ça, on va parler de l'avancement d'une réaction. Et on va définir ce qu'on appelle l'avancement final. Rappelons, qu'est-ce que c'est que l'avancement maximal? Alors, l'avancement maximal d'une réaction est l'avancement de la réaction lorsque le réactif limitant est entièrement consommé. Ça veut dire c'est la valeur de X lorsque l'un des réactifs ou bien les deux sont entièrement consommés. Leur quantité de matière à l'état final, elle est nulle. Dans les réactions qui ne sont pas totales, l'avancement X n'atteint pas la valeur X maximale. Ça veut dire que l'avancement maximal n'est jamais atteint. Même lorsque tu tends vers l'infini, la valeur de X tend vers une valeur qui est inférieure à X maximal. Cette valeur, on l'appelle l'avancement final. Donc, on appelle l'avancement final XF d'une réaction l'avancement mesuré lorsque plus aucune évolution du système chimique n'est observée. Donc, lorsque X atteint la valeur XF, dans cet état, il n'y a plus de variation de la quantité de matière ni des réactifs ni des produits. On dit qu'il n'y a aucune évolution du système chimique. À ce moment-là, la valeur atteinte par X est appelée X final. La valeur de X final ne peut s'obtenir qu'expérimentalement. Je rappelle, pour calculer X maximal, on le calcule à partir du tableau d'avancement. C'est un calcul théorique. Il suffit d'avoir les quantités de matière des réactifs et l'équation chimique.
Mais pour calculer x final, on a besoin d'une donnée expérimentale. Par exemple, on peut nous donner dans un exercice la valeur du pH, qui va nous permettre de calculer x final. Sinon, on va donner la valeur de la conductivité, ou bien la conductance. Cette valeur expérimentale permet de calculer x final. Ou bien, la quantité de matière d'un réactif à l'état final, qui va nous permettre de calculer x final aussi. Ou bien enfin, la quantité de matière d'un produit. Donc, toutes ces données expérimentales peuvent nous conduire au calcul du x final. On verra ça dans un exercice d'application à la fin de cette leçon. Et on verra les autres façons, c'est-à-dire calculer x final à partir de sigma ou bien à partir d'une quantité de matière de produit ou bien des réactifs dans la série d'exercices. On va parler maintenant d'une nouvelle grandeur appelée taux d'avancement final. Le taux d'avancement final, c'est un outil en chimie qui va nous permettre de définir ou bien de dire si la réaction elle est totale ou bien elle n'est pas totale. Par définition, le taux d'avancement final d'une transformation chimique est le rapport de l'avancement final par l'avancement maximal. Donc, le taux d'avancement, c'est la division de x final sur x maximal. Elle est notée taux. Taux égale x final sur x maximal. On peut l'exprimer par un nombre ou bien par un pourcentage. Donc, si je veux l'exprimer par un nombre, je fais simplement la division. Si je veux l'exprimer en pourcentage, la valeur obtenue, je la multiplie par 100. Alors, si la transformation elle est totale, alors x final atteint x maximal. Donc, à ce moment-là, taux égale à 1. Mais si la réaction n'est pas totale, x final il est inférieur à x maximal et taux il est inférieur à 1. Dans les exercices, on vous demande de calculer le taux et de conclure. Chaque fois qu'on entend le mot conclure après le calcul de la valeur de taux, il faut dire si la réaction est totale ou elle est limitée, c'est-à-dire n'est pas totale. On peut remplacer n'est pas totale par le mot limité. Donc chaque fois qu'on dit calculer le taux, conclure, il faut faire le calcul d'abord. Et après, si taux égale à 1, vous dites que la réaction est totale. Si elle est inférieure à 1, la réaction elle est limitée. Le premier exemple, la mesure du pH d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de volume V égale à 100 ml et de concentration C égale 10-2 mol par litre à un pH égal à 2. La question, calculer le taux d'avancement final de la dissolution de HCl dans l'eau, puis conclure. Pour calculer taux, d'abord écrire la réaction de HCl avec l'eau. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Troisièmement, exploiter la valeur expérimentale pH égale à 2 pour déterminer x final et après on calcule le taux d'avancement final. Le tableau d'avancement de la réaction est le suivant. HCl plus H2O. HCl est un acide. Il va céder un proton H+, à la molécule H2O qui va devenir H3+. Et la base conjuguée, c'est Cl-. À l'état initial, j'ai la quantité de matière C fois V, c'est-à-dire C 10-2 fois 0,1, ça donne 10-3. Puis à l'état final, c'est 10-3 moins x final. Maintenant, je ne sais pas est-ce que cette réaction elle est totale ou bien limitée. J'écris x final et le calcul du x final, je le compare à x maximal. À ce moment-là, je peux dire si elle est totale ou il n'est pas totale. H3 plus Cl-, au départ c'est 0, 0, à la fin c'est x final, x final. Donc à partir de cette leçon, toujours à l'état final, on va écrire x final. Premièrement, on calcule x maximal à partir du tableau d'avancement. En écrivant cette dernière ligne, CV moins x maximal égale à 0. Donc le x maximal n'est autre que CV. Pour l'avancement x final, on va exploiter la quantité de matière de H3+. X final n'est autre que la quantité de matière de H3+. Et la quantité de matière de H3+, c'est la concentration de H3+, fois V, le volume de la solution. Or, par définition, H3+, c'est 10 puissance moins pH. Et comme ça, on voit que la valeur du pH
permet de calculer X final. Maintenant, le taux d'avancement final, c'est X final divisé par X maximal. C'est 10 puissance moins pH fois V, X final, sur X maximal, c'est CV. Le volume se simplifie, V, il me donne 10 puissance moins pH sur C. Comme application numérique, on obtient 10 moins 2 sur 10 moins 2 égale à 1. Et d'après le cours, si taux égale à 1, la conclusion, c'est que la dissolution de HCl dans l'eau est une réaction totale. Tout acide qui se dissocie totalement dans l'eau, il est dit acide fort. Donc on peut nous poser la question, est-ce que HCl est un acide fort? Il faut calculer tout et voir s'il est égal à 1 ou bien inférieur à 1. S'il est égal à 1, c'est un acide fort, sinon c'est un acide faible. Prenons un deuxième exemple, celui de l'acide éthanoïque. La mesure du pH de solution aqueuse d'acide éthanoïque, CH3COH, de volume 100 ml, de concentration 10-2 mol par litre. La question, c'est calculer le taux d'avancement final de la dissolution de CH3COH dans l'eau et conclure. On va d'abord écrire l'équation de la réaction et dresser le tableau d'avancement comme précédemment. CH3COH plus H2O, c'est un acide, il va libérer H+, pour H2O, qui va devenir H3+, et la base conjuguée de l'acide éthanoïque, c'est l'ion éthanoate. Au départ, c'est CV, à la fin, c'est CV moins X final. 0, 0 pour les produits à l'état initial, et X final pour les produits à l'état final. Dans l'exemple précédent, on avait trouvé taux égal à 1, ça veut dire que X final était égal à X maximal. On va voir ici, est-ce que ça va donner la même chose? Premièrement, l'avancement maximal se calcule toujours de la même façon, X max égale à CV. Puis l'avancement final, il se calcule à partir de la quantité de matière de H3+. On utilise ici la concentration ou bien la quantité de matière de H3+, parce qu'on a la valeur du pH. Donc, l'avancement final, c'est toujours X final égale N de H3+, qui est égal à la concentration de H3+, fois le volume, c'est 10.pH fois V. Le taux d'avancement, comme tout à l'heure, c'est X final sur X maximal, qui va donner en fin de compte 10 à la puissance moins pH sur C. Le calcul va nous donner 10 puissance moins 3,4 sur 10 puissance moins 2, ça donne 0,04. Si je veux rendre ce taux d'avancement en pourcentage, je multiplie cette valeur par 100. Ça me donne 4%. Donc, taux il est inférieur à 1, la réaction elle est limitée. Si un acide ne se dissocie pas totalement dans l'eau, il est dit acide faible. Donc on peut poser la question, est-ce que l'acide éthanoïque est faible ou fort? Il suffit de calculer la valeur de taux et voir s'il est égal à 1, c'est un acide fort. S'il est inférieur à 1, c'est un acide faible. On passe maintenant au dernier paragraphe de la leçon, c'est l'équilibre chimique. Cet équilibre chimique va nous permettre d'expliquer pourquoi une réaction n'est pas totale. Pour cela, on va commencer par parler des transformations s'effectuant dans les deux sens. Lorsque une transformation chimique n'est pas totale, la réaction qui lui est associée peut s'effectuer dans les deux sens. Si on prend l'exemple de l'acide éthanoïque avec l'eau, les molécules d'acide éthanoïque réagissent avec les molécules d'eau pour donner les ions éthanoate et H3+. Alors, la réaction n'est pas totale car une fois que les CH3CO- et H3+ sont formés, ils commencent eux aussi à réagir entre eux pour redonner le CH3COH et H2O. On dit que la réaction s'effectue dans les deux sens. Le sens de gauche à droite qui est appelé sens direct et le sens de droite à gauche qui est appelé sens indirect. Donc chaque fois qu'il y a une réaction qui n'est pas totale, alors la réaction associée s'effectue dans les deux sens. On symbolise s'effectue dans les deux sens par la double flèche. Donc on peut dire que lors de telles réactions, les réactifs et les produits coexistent
en permanence. C'est-à-dire que lors de ces réactions, on va toujours avoir à l'état final les réactifs et les produits, ils coexistent en permanence. À la fin de la réaction, la quantité de matière des réactifs et des produits ne change plus. Cette quantité de matière ne change plus à l'état final. On dit qu'on a atteint l'état d'équilibre chimique. Donc, l'état d'équilibre chimique, c'est l'état dans lequel les concentrations des réactifs et des produits n'évoluent plus, c'est-à-dire ne varient plus au cours du temps. Une dernière notion, c'est comment atteindre l'équilibre chimique. Et qu'est-ce que c'est qu'un équilibre dynamique? On dit qu'un système chimique est en équilibre si les concentrations ou bien les quantités de matière de ses constituants restent constantes au cours du temps. Lorsque les quantités de matière ou les concentrations des réactifs ou des produits d'un système chimique n'évoluent plus, c'est-à-dire ne changent plus au cours du temps, on dit que ce système il est en équilibre chimique. Donc l'équilibre chimique, c'est le résultat de deux réactions inverses qui s'effectuent en même temps et à la même vitesse. Donc un état d'équilibre chimique résulte de deux réactions s'effectuant en sens inverse avec des vitesses égales. On dit que l'équilibre chimique est un équilibre dynamique. Donc inversement, un équilibre dynamique, c'est l'équilibre chimique atteint grâce à l'existence de deux réactions s'effectuant en sens inverse avec des vitesses égales. On arrive à la fin de cette leçon. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.